Bonjour les amis. Donc, enfin le numéro 2 de C'est pas du mainstream que nous avions réalisé la première émission il y a peut-être pas loin d'un mois, Didier. On a eu pas mal euh, de soucis, pas mal de contretemps. Donc, c'est le numéro 2. On est rejoint par François Coq, que nos téléspectateurs doivent connaître. C'est un des piliers de la réinformation, de l'infosphère, de la dissidence, qui intervient. Alors, on a ce point commun d'être tous les trois intervenants sur le média de Clémenceau Diakova, Toxin, et on a eu envie de faire une intervention, une petite émission dans laquelle, à l'occasion de laquelle, on ferait des commentaires sur la situation, en essayant de prendre une certaine distance avec les problèmes, ce qui ne nous empêchera pas éventuellement de polémiquer ou de dire du mal de tout le monde, ce qui est une de nos caractéristiques, hein, sur les dans nos interventions. Hein. On a, mais je crois d'ailleurs que les gens qui nous suivent apprécient, hein, ce caractère offensif. On nous prête des vertus de courage. Je trouve ça assez sympa parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile dans l'environnement actuel. Alors, je vous propose, messieurs, de commencer par la situation en France, par ce quotidien où tous les jours il se passe quelque chose, tous les jours on a une macronerie, tous les jours on a un peu un sentiment de honte pour notre pays et on se demande où est-ce qu'on va. Alors, je commence par lequel d'entre vous? Tiens, Didier. Je te passe la parole. Tu es arrivé le dernier sur le plateau, ça nos spectateurs ne le savent pas, mais je le leur dis, tu es arrivé le dernier sur le plateau, donc on va te passer la parole en premier sur cette situation française qui est aussi triste. Les derniers seront les premiers. C'est un peu l'histoire de Macron, ça. Finalement, le dernier des Français, qui est le premier des Européens et qui est le premier à être dans les médias mainstream, qui est dans une dystopie, une farce, une tragicomédie, en fait, qui descend les Champs-Élysées à l'arrière d'une DS8 spécialement euh, assemblée pour lui, avec les meilleurs joailliers, les meilleurs tanneurs, etc. Je ne sais pas combien elle a coûté. Mais enfin, c'est la voiture d'un roitelet, d'un général Tapioca et certainement pas d'un président de la République. Je ferme la parenthèse. Mais nous l'avons vu descendre les Champs-Élysées, saluer une foule imaginaire. Et ça, je me suis dit, c'est pas la première fois, hein, mais là, on est vraiment dans la France Potemkine et nous avons l'ensemble des médias français et des commentateurs, hein, qui parlent des chars, des pneus Michelin, de la pression qu'il faut dans telle voiture, et qui ne disent pas l'essentiel, qui ne disent pas que nous avons là, comme dans la tirade de Macbeth, une histoire racontée par un fou qui ne signifie rien, quelqu'un qui s'agite sur la scène et qui disparaît. Il disparaîtra happé par les poubelles de l'histoire. Mais ce qui est fou, c'est que ici et maintenant, dans cette France de 2025, il ne se trouve pas un seul commentateur dans aucune chaîne de télévision, qu'elle soit dans le service public ou dans le privé, pour dire que c'est grotesque et que nous assistons à une mise en scène. Bon, ça, c'est l'ambiance générale. Nous avons quelqu'un qui, cette semaine, effectivement, a été riche cette semaine, hein, a accueilli à l'Élysée Al-Julani, de son nom de guerre, ce djihadiste qui a fondé Al-Nosra, notamment, qui était ancien, la branche d'Al-Qaïda en Irak, d'Al-Qaïda en Syrie, un peu aussi, pardon, l'État islamique, qui a fondé son propre mouvement, HTC aujourd'hui, et qui ne s'est jamais, en fait, départi de son ambition djihadiste. Hein. Et donc, toute la classe politique, presque toute la classe politique et toute la classe médiatique, lorsque Bachar el-Assad est tombé à la fin de l'année 2024, tout le monde a chanté les louanges d'Al-Shara qui est arrivé en disant c'est formidable, la Syrie va renaître, les minorités vont revivre. Évidemment que euh, les années, je sais pas, plus de 20 ans
de Bachar al-Assad à la suite d'Hafez al-Assad, son père, était épouvantable. Mais pour autant, il ne faut pas être naïf. Et d'ailleurs, depuis qu'il est à son poste, il y a allez, en gros 2000 personnes qui ont été massacrées, essentiellement des Druzes et des Alaouites, quelques chrétiens, qui sont aujourd'hui terrorisés. On n'est pas naïf que le président de la République française renoue avec la Syrie, essaie d'avoir des gages, veut retrouver un rôle diplomatique sur la scène internationale. Il doit le faire comme on fait de la diplomatie, ce qui était une des spécialités françaises, dans l'intelligence, dans la discrétion, en mettant de la pression et en regardant un petit peu sur le terrain ce qui se passe. Pas comme ça, comme l'avait fait son modèle Sarkozy quelques années avant lui, en accueillant Muammar Kadhafi dans les jardins de l'Élysée, dans une tente avec ses esclaves sexuels, allant boire le thé, lui offrant via Patrick Ollier l'esprit des lois de Montesquieu. Il a changé, c'est plus pareil, Lockerbie c'est du passé, regardez, c'est un grand homme, il va nous acheter des usines, du nucléaire, on va se donner la main pour entrer dans un multipolarisme, etc. Toutes les conneries qu'on a pu entendre. Il fait la même chose. Et c'est extrêmement grave, parce qu'au moment où il y a une percussion entre les attaques répétées de Darmanin, Retailleau, contre l'islam qui a toute sa place dans la France et dans la République, un islam modéré où les personnes n'emmerdent personne, où les gens n'ont pas envie d'égorger leurs voisins toute la journée. Moi, je veux dire, j'aimerais pas être musulman en France en 2025. Hein. Toute la journée, des torrents de boue, des torrents de haine déversés contre ces gens-là au regard de leur religion et de leur couleur de peau et de leur appartenance supposée à une internationale islamiste et la réception en grande pompe, pour le coup, d'un véritable terroriste, d'un véritable djihadiste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je ne vais pas monopoliser la parole, mais parce après on va le développer, effectivement, mon cher Régis, c'est l'histoire de ce nouveau chancelier allemand, qui est une espèce de Macron bis, qui d'ailleurs qui a eu le plus grand mal à se faire élire par le Bundestag. Il a fallu un deuxième tour, etc. C'était un camouflet. Et ce type qui lui voit bien tout ce qu'il peut tirer d'un Macron, hein, de la faiblesse d'un Macron, un siège évidemment à l'ONU, au Conseil de sécurité, le partage sans doute de la dissuasion nucléaire, le fait du coup de lui faire accepter euh, le Mercosur, qui est, pour lequel l'Allemagne est très favorable, on pourrait expliquer pourquoi, et la France évidemment pas du tout, ce qui signerait pour le coup véritablement la fin de l'agriculture française, qui est déjà moribonde. Et puis bien sûr, il y a pas très loin Donald Tusk, le Polonais, qui vient de signer un traité dans le plus grand secret, sans que la représentation nationale soit au courant, sans que les Français soient au courant, qui est peut-être aussi un partage, puisque qu'est-ce que ça veut dire, les attaques réciproques? Si la Pologne est attaquée, c'est une manière indirecte de développer sa russophobie galopante et d'être un peu plus belliciste, belliqueux vis-à-vis de la Russie. Et enfin, dernier point, je dirais, à l'aune de ce qui est en train de se passer en Palestine, le fait de rayer purement et simplement de la carte Gaza, qui est déjà détruite au 4/5e, et Netanyahou, qui a dit hier que si la France reconnaissait l'État palestinien, ils iraient conquérir la Cisjordanie. Que la France le reconnaisse ou pas, ils le feront. Et de toute façon, que la France le reconnaisse ou pas, c'est trop tard. Car comment reconnaître un État qui a été rayé de la carte une fois les résistants de la 25e heure? Donc voilà un peu tous les sujets. Je suis allé exprès un petit peu à l'international pour montrer quelle est la pantomime qui se joue en France à travers les médias qui sont complètement affidés. Et quand on regarde l'histoire syrienne, et j'ai un peu cherché, et évidemment, quand on cherche, on trouve. On voit que Saadé
le propriétaire d'une compagnie maritime basée à Marseille, qui a été enrichi par M. Macron grâce à une niche fiscale, puisqu'il était ruiné, qui s'est enrichi notamment durant le Covid, tant mieux pour l'emploi, ceci dit, OK, mais qui vient de signer en présence d'Al-Shara euh, une convention, un accord pour un des ports les plus importants sur la Méditerranée en Syrie. Il y avait déjà des petits accords, d'année en année, c'était reconduit sous El-Assad. Aujourd'hui, c'est 30 ans, 250 millions d'euros au bas mot qui vont être investis en Syrie. Donc on comprend que M. Macron veuille aider son ami Saadé, qui, oh, comme ça tombe bien, est propriétaire de BFM et de RMC. Voilà un petit peu quel est le contexte dans ce grand maelstrom où tout se mélange, où on comprend bien les intérêts de cette petite caste, de cette oligarchie libérale dont parle Todd. On ne voit pas très bien les intérêts du peuple français dans toutes ces affaires-là. Mais il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Alors, François, dans ce que vient de décrire euh, Didier, on a tout au long, on a du Macron. Moi, je trouve qu'il y a une cohérence. J'en dirai un mot après, mais c'est du Macron à toutes les étapes. Et pourquoi? Donc, c'est là où je te pose la question sur ce panorama. Finalement, qu'est-ce qui rattache tous ces événements, tous ces faits, toutes ces informations dont on nous abreuve, qu'est-ce qui est finalement le point commun? Bah, ce qui apparaît, finalement, ça apparaît d'abord dans un jeu de clair-obscur. Didier vient de le dire. Il dit, si je dois décrire le panorama, je dois commencer par l'international. Et on commence par l'international. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien, ou quasiment plus rien, sur la scène nationale. La vie politique à l'intérieur du pays est totalement dévitalisée. Il faut voir qu'il n'y a pas de discussion de fond. De quoi avons-nous parlé depuis une dizaine de jours? D'une proposition du Premier ministre sur un pseudo-référendum pour faire adopter le budget et en dessaisir le Parlement. Le président de la République, qui est celui qui doit proposer le référendum aux Français, n'est lui-même pas d'accord avec cela. Voilà, on parle sur des choses qui n'ont pas de matérialité, qui sont une abstraction politique. Donc on est en train de faire semblant de s'agiter sur la scène politique nationale sur laquelle il ne se passe rien. Vous écoutez les discussions, on vous parle du Congrès et de l'affrontement entre Retailleau et Wauquiez. Voilà ce qu'est la scène politique nationale aujourd'hui. Donc tout ça aujourd'hui n'a pas de sens, n'a pas de prise, n'a pas de matérialité, et de fait, ça permet de s'extraire de cela. Mais celui qui tire les ficelles pour s'extraire de ce marigot dans lequel on est plongé et dans lequel certains entendent bien nous laisser patauger. Parce que, hein, souvenez-vous qu'il y a quelques mois, on nous disait, ah, il faut d'urgence un gouvernement, parce qu'il faut absolument qu'on adopte un budget, on ne peut pas se permettre de perdre le moindre jour, sinon notre pays va être attaqué sur la scène internationale, sur la scène financière, etc. Bon, on voit bien qu'en réalité, on est totalement à l'arrêt parce que nous sommes bloqués dans un processus de démocratie minoritaire sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, parce qu'il faudra y revenir quand on parlera de l'Allemagne. Eh bien, nous sommes à l'arrêt sur la scène nationale et celui qui essaie d'en tirer parti, c'est Macron. Non pas tant qu'il soit en train d'essayer de se remettre en selle par ses propres capacités, mais parce que la médiocrité de la scène politique actuelle, la médiocrité du gouvernement, son incapacité à agir, de fait, remettent la lumière sur Macron. Et donc, il se projette à l'international. Et pour essayer de répondre à ta question, Régis, justement, c'est peut-être là qu'il y a un fil rouge à tirer. Mais le fil rouge, il repose sur le fait qu'il y a aussi une incompréhension de la part de Macron des grands bouleversements du monde. Finalement, Macron essaie d'agir comme il aurait pu agir il y a 5, 10, 15, 20 ans, avec une scène internationale et géopolitique qui n'est pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je vais essayer de le démontrer sur simplement deux petits exemples, ou deux petits exemples. Allez, faisons d'abord la question de la Syrie. D'abord, il est quand même très étonnant. Enfin, en tout cas, moi, je suis choqué aujourd'hui
que tout le monde soit en train de nous parler maintenant du dirigeant syrien Al-Shara et que, comme ça, d'un claquement de doigts, on ait abandonné son nom de guerre de djihadiste islamiste qui était Al-Jolani, mais que les médias dominants soient les premiers à venir lui le présenter sous le nom que lui-même s'est attribué pour faire oublier son passé. Ça peut apparaître comme un détail, mais ça n'en est pas un pour moi. Voilà, c'est une façon d'être complice de cette réécriture de l'histoire. Et ensuite que le président de la République française soit le premier dirigeant européen à recevoir le président syrien en tant que tel, en voyage officiel, ça montre bien qu'il y a des doutes. Et d'ailleurs, Macron les a exprimés. Il dit que lui, il reçoit Al-Shara, donc Al-Jolani, sans conteste. Et d'ailleurs, il proposera à la prochaine réunion début juin des 27 de faire tomber les sanctions qui existent encore contre la Syrie. Mais Macron dit, mais dans certains pays, il y a encore des doutes. Mais ce qui veut dire quoi alors? Ce qui veut dire que nous autres Français n'avons plus de doutes vis-à-vis de Al-Jolani, vis-à-vis de ce qui a été fait, de ce qui a été rappelé par Didier contre les Alaouites, les Druzes ou certains chrétiens, avec les milices qui sont à la solde du gouvernement. Et faut-il prendre pour argent comptant ce que nous dit aussi Al-Jolani sur les deux questions qui sont les questions cruciales et qui devraient nous intéresser en premier lieu, nous autres Français, qui est la question de la centaine ou peut-être un peu plus de Français qui ont été combattre et qui ont été faire le djihad et qui sont toujours en Syrie. Al-Jolani nous dit, cela ne représente plus pour vous une menace. Eh bien, j'attends de voir, hein, on ne peut pas prendre une telle parole pour argent comptant. Et puis il y a la question des Kurdes, hein, au nord du pays. On sait que les Américains se sont dégagés de cela. Et nous autres Français sommes dans une position qui est encore une position extrêmement d'attente. Et Macron se paie une fois de plus de mots. Et je crains, moi, qu'on abandonne les Kurdes à leur sort une fois encore. Donc il y a là une forme d'attitude de Macron où il feint d'être un homme de pouvoir qui peut agir sur les choses, mais on voit bien qu'en réalité, il essaie juste de se placer en intermédiaire qui peut faire du commentaire. Et c'est la même chose, et je m'arrêterai là sur l'épisode allemand, parce qu'il y a eu le 7 mai en Allemagne, un épisode absolument fou, où celui qui avait vocation à devenir chancelier, Friedrich Merz, qui avait gagné les élections, je rappelle, qui étaient des élections anticipée et qui faisait suite au fait que la coalition, qui était une coalition que j'appelle grand chapiteau, c'est-à-dire totalement hétéroclite, dépourvue d'armature idéologique, avait explosé à l'automne 2024. Ces élections qui ont eu lieu en février 2025 ont donné des scores extrêmement faibles, le pire score de son histoire pour le SPD, les sociodémocrates, 16%. Le deuxième pire score de son histoire pour la CDU-CSU, avec 28%. Ces deux partis, hein, il faut se souvenir, hein, il y a 20-30 ans, faisaient 80% à eux deux. Bon, ben là, ils ont été obligés de reformer ce qu'on appelle une GroKo, une grande coalition, et de signer un accord de gouvernement. Sauf que cet accord de gouvernement et cette pseudo-majorité hétéroclite au Parlement est tellement faible que Merz a perdu le premier vote à la surprise générale le 7 mai. Donc là encore, c'est tout sauf anodin. C'est-à-dire qu'on est en train de retranscrire dans le champ institutionnel la démocratie minoritaire telle qu'elle a été acceptée par les dirigeants qui cherchent finalement un biais pour se soustraire à la volonté populaire. Et ça a un impact vis-à-vis de Macron. Pourquoi? Parce que Merz apparaissait de plus en plus comme le potentiel allié de Macron à l'échelle européenne pour aller vers, vous savez, ce qu'il essaie de nous vendre depuis 2017, sa souveraineté européenne, son Europe puissance, sa cette forme de supranationalité qu'il voudrait mettre en place. Eh ben, Merz est un dirigeant qui, avec ce vote qui a été perdu le matin, qui a été gagné l'après-midi, une fois qu'on a tapé sur les doigts des parlementaires récalcitrants, est donc un chancelier extrêmement affaibli, tellement affaibli que les déclarations pro-fédéralistes qu'il a pu faire depuis quelques semaines ont été retournées immédiatement, puisque après ce vote du 7 mai, dès le 9 mai, c'est-à-dire 48 heures après, il rencontrait Donald Trump, et en rencontrant Donald Trump, il disait qu'il fallait mettre fin rapidement aux différents commerciaux. Donc on voit bien que les habitudes allemandes
de faire le choix, bien souvent, de l'ami américain plutôt que d'une cohérence nationale vis-à-vis de laquelle avec laquelle on pourrait travailler, vont se renouveler, ce qui affaiblit donc, hein, et j'en termine là, la vision de Macron, qui est celui qui finalement est toujours celui qui prêche dans le désert avec sa souveraineté européenne, qui pense que l'Europe est un pôle d'attractivité encore pour demain, sans voir que il y a un double déclassement qui est à l'œuvre, le déclassement de la France au sein de l'Union européenne et le déclassement de l'Union européenne dans le monde. Alors, concernant effectivement, je partage votre point de vue concernant l'agitation de Macron. Dans le moment, elle est aussi destinée à le faire exister. Je voyais ce matin, je crois, j'ai reçu une newsletter du journal L'Opinion, qui est celui de la bourgeoisie convenable. Et qui disait Macron a l'initiative pour essayer de sauver sa fin de mandat. Hein, parce que c'est vrai que cette fin de règne est sépulcrale. Mais la situation dans notre pays est politiquement, mais atterrante, quoi. C'est complètement atterrant quand on voit ce qu'il en est. Le Premier ministre qu'on a, enfin, toute cette situation est horrible. Alors, Emmanuel Todd va nous dire, bah oui, mais on n'a plus de souveraineté. Donc, on a quelques agitateurs qu'on met là, hein, avec une carence du monde politique qui est assez sidérante. Toutes tendances confondues. Hein, je pense à Mélenchon, je pense aux côtés du RN, le niveau de nullité et d'acceptation de cette pourriture est assez stupéfiant. Concernant Macron, moi, dès le début, j'ai toujours considéré, ça m'a été reproché, que Macron était une nullité politique. Alors on me disait, ah oui, mais il a gagné les élections, il est arrivé de nulle part. Bon, tout ça a été organisé. Il a eu manifesté certains talents, mais en tant que politique, il est nul. C'est-à-dire rendre possible ce qui est nécessaire, y compris sur les intérêts qu'il défend. Je pense il est très faible. Il est incapable de vraiment proposer du politique, quelle que soit l'orientation qu'il entend développer. Donc là, ce que je trouve intéressant dans la description que vous avez faite des différentes initiatives qu'il a prises, il est en permanence au service d'intérêts qui ne sont pas ceux de la France. C'est extraordinaire. J'utilise le terme, mais la trahison est là. Mais de toute façon, il est arrivé au pouvoir pour servir les intérêts de l'oligarchie, pour servir les intérêts des États-Unis, en tout cas le courant démocrate, puisque le young leader qu'il est avait été programmé pour ça. Donc, je pense que dans toutes ces initiatives que vous avez passées en revue, à chaque fois s'exprime cette donnée. Joulani. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée de Joulani? On sait très bien qui était à la manœuvre. Les Turcs étaient à la manœuvre quand ils ont réussi à le mettre au pouvoir. Les Américains ont aidé. Israël, n'en parlons pas. Donc, et juste derrière, quels ont été les premiers dirigeants politiques qui ont été le voir très vite? C'est Baerbock et Ursula von der Leyen. Et lorsqu'il reçoit Joulani maintenant, d'une façon mais obscène, c'est une honte à la face de la France, il le fait pour le service des intérêts allemands. Qui s'exprime à l'Union européenne. Baerbock, elle était ministre des Affaires étrangères. Ursula von der Leyen, on sait très bien quel est le Gauleiter que l'Allemagne a délégué au sein de l'Union européenne. Donc, là aussi, il donne un espèce de vernis et il fait du Macron. Il veut qu'on le voie. Il veut se mettre en scène. Hein. Tu parlais, Didier, de sa descente des Champs-Élysées sous la flotte où il salue une foule qui n'existe pas. Mais c'est tellement du Macron chimiquement pur. Bien, je reviens sur l'Allemagne. Merz comment dire, j'entends ce qu'on dit en Allemagne, le pire chancelier depuis Hitler. Je ne sais pas si c'est si caricatural que ça. Parce que ce qui est en train de se passer en Allemagne, je rappelle que l'AfD, qui est probablement le premier parti d'Allemagne, enfin, un des premiers, en tout cas juste derrière la CDU, qui est totalement hégémonique dans l'ancienne RDA, eh bien, l'AfD vient d'être mis quasiment hors la loi.
quasiment hors la loi. C'est quand même un événement extraordinaire. Pendant les cérémonies liées à la défaite de l'Allemagne nazie à Berlin en 1945, il était interdit de parler russe dans les rues, il était interdit de porter des références devant les monuments aux morts. C'est-à-dire que les Allemands ont interdit la commémoration de leur défaite, après avoir mis le monde à feu et à sang, avoir fait la Shoah, avoir provoqué la mort de 70 millions de personnes. 80 ans plus tard, on veut commémorer, les Allemands disent niet. Ils l'interdisent, c'est extraordinaire, il faut voir dans les rues. J'ai vu une vidéo où on voit un gars qui, avec une petite clarinette, joue l'hymne russe, il est immédiatement arrêté. Immédiatement arrêté. Mais là, tu vois, Régis, si tu permets, nous sommes au cœur de ce que tu viens de dire, nous sommes au cœur du problème. C'est-à-dire, nous sommes au cœur du révisionnisme de M. Macron. M. Macron, c'est à la fois un bateau sans quille. Il va débattre mardi sur TF1 avec des TikTokers, etc. Enfin bon, là, c'est sûr qu'il ne va rien lui arriver. Non, alors, je ne te suis pas, Didier. Il ne révise pas Macron. Macron est un inculte historique, alors, attends, un inculte politique. Je suis d'accord pour ton développement sur c'est un inculte politique, c'est pas un bon politique, il ne révise pas. Il ne révise pas, non pas par idéologie. Moi, j'utilise ce mot parce qu'évidemment, pour nous qui sommes férus d'histoire, qui connaissons le poids tragique de l'histoire, et sa répétition aussi, parce que les mêmes mots, les mêmes causes produisent les mêmes effets, toujours. Moi, j'étais vraiment choqué quand il a cité Péguy, il a détourné Péguy, qu'il n'a visiblement jamais lu. Il parle des victoires et des défaites, il prend toujours ce petit air de curé triste là. Hein, il pense qu'il est intelligent et pénétré de la littérature française quand il parle comme ça. Mais le fait de parler de victoire et de tenir la main du chancelier allemand, ça pouvait avoir du sens du temps de Kohl et de Mitterrand. C'était une autre époque. Mais aujourd'hui, finalement, il nous explique, parce qu'il n'a pas de qui, que la France et l'Allemagne, avec la Pologne, ont fait la guerre côte à côte, non pas contre, évidemment, le nazisme, du coup, mais contre, sans vraiment la désigner, la Russie. Et tu l'as dit, 27 millions de morts. Moi, c'est ça que je trouve extrêmement choquant. Ils sont interdits alors, juste pour finir, que l'Allemagne, comme Berlin était une ville-État et que l'armistice s'est signé à Berlin la capitulation, attention, tu vas te faire ramasser sur les réseaux. Voilà, la capitulation dans la nuit du 8 au 9. Donc, finalement, on n'a pas le droit, nous, tu l'as dit, l'Allemagne avait interdit la célébration, etc. Mais aujourd'hui, l'armée rouge est passée sous silence. Il n'y a pas eu la moindre référence, ni en France, ni en Allemagne. Et on a l'impression que la France et l'Allemagne ont lutté de concert contre la bête immonde pour terrasser le nazisme. Enfin, alors attends, mais là, moi, je ne lui attribue aucune autre responsabilité que celle d'être un domestique. Il est un domestique au service d'intérêts étrangers. Là, l'Allemagne est très inquiétante. L'Allemagne est très inquiétante. Merz est d'un bellicisme effrayant. Je le dis, sur le plan industriel, de réarmement, ce type est dangereux. Je pense que ce type est dangereux. Et Macron est son domestique. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Le fait de le recevoir le lendemain, je veux dire, j'avais l'impression qu'on était à Montoire quand il le reçoit. D'ailleurs, tiens, petit détail sur Joulani, Macron a descendu, mais c'est du Macron tout pur, ça. Il en rajoute. Pour parader, il a descendu le perron de l'Élysée, il est allé accueillir l'égorgeur sur sa voiture. Il a même pas attendu qu'il monte les escaliers, ou il l'a pas reçu à l'intérieur, qui sont des codes protocolaires diplomatiques très importants. Non, il est à chaque fois, alors dans la surenchère, sur la Deuxième Guerre mondiale, je parlais des interdictions en Allemagne, qui est dans une dérive que je considère très très inquiétante. De ce point de vue-là,
C'est-à-dire que avec ce qui s'est passé en Ukraine en plus, avec la complaisance vis-à-vis des dérives de néo-nazis d'une partie de la population ukrainienne, mais ce qui est intéressant, c'est que hier soir, le 9, puisque nous sommes le 10, le Macron a fait une intervention en disant, voilà, Poutine prétend que c'est l'Union soviétique et par conséquent la Russie qui a abattu le nazisme. C'est une inversion. Il révise l'histoire. Ben non, il prend une position qui va à l'encontre de la réalité historique. Mais il le fait parce que il veut être bien vu par ses maîtres. Moi, dans tout ce dont on a parlé, c'est cette caractéristique-là. Il fait certes de l'international pour exister, parce qu'il a pas d'autre moyen d'exister dans le marécage politique qu'est devenu la France, mais il le fait à chaque fois avec ce trait de caractère. Il Et se veut. Régis, si tu me permets, au bout du bout, ces maîtres, que font-ils? L'Allemagne, comme la Pologne, comme la Grande-Bretagne d'ailleurs pour le civil aujourd'hui, ils achètent des avions américains. Mais il s'en fout. Mais il s'en moque, il s'en Mais bien tape sûr. complètement. Il n'est qu'un, alors je prends mes responsabilités, il n'est qu'un domestique. C'est un fondé de pouvoir de l'oligarchie française. Et là, il se comporte au plan international comme un domestique. Alors, la Pologne, c'est très intéressant aussi. C'est un pays fort qui s'est réorganisé, qui est en train d'avoir probablement bientôt la première armée Armée d'Europe, européenne. qui, comme disait le camarade Marx dans une lettre à Engels, dans l'histoire, les Polonais ont toujours fait très courageusement les choses les plus stupides. L'histoire montre bien que ils faut dire qu'il y a quelques raisons. Les malheureux, ils étaient entre le marteau et l'enclume, l'Allemagne d'un côté, la Russie de l'autre. Ça n'a pas toujours été un statut géographique très facile, mais là, actuellement, ils sont dans une approche extrêmement belliciste. Ils sont, je vais pas dire dans une dérive, ils ont leur projet d'intermarium, là, de lien entre les deux mers. Ils se voient comme la première puissance européenne. Et que fait Macron? Alors que bon, l'Union européenne, c'était aussi le couple franco-allemand. Bon, tout ça c'est bidon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va, en laissant les dérives très inquiétantes, les dérives idéologiques très inquiétantes de l'Allemagne se dérouler et il les cautionne, mais il va également cautionner ce qui sont des évolutions également très inquiétantes de la Pologne. Ce type, au-delà du fait qu'il se met au service des autres, mais il est dangereux. Bon, voilà, c'était ce que je voulais dire à propos de la qualification de ce fil rouge, parce que en fait, il est égal à lui-même. Tout à l'heure, Didier, tu as commencé ton intervention en disant il a salué une foule imaginaire. C'est une excellente formule parce que voilà, tout ça est un simulacre. Macron est un simulacre. C'est le premier personnage du théâtre qu'on nous impose. Et tu parlais des médias, tu parlais des commentateurs, tu parlais des autres politiques. Tout le monde fait semblant. Tout le monde fait semblant. Ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Et dans le dispositif occidental, parce que on fait partie de l'Occident, d'un Occident qui est bien malade. Et là, bon, je voulais qu'on passe à la situation qu'on peut voir au travail avec la parade non pas pour revenir sur les débats concernant les responsabilités, concernant la reconnaissance qu'on doit à l'Union soviétique, mais sur ce que ça racontait. Il y a eu une parade, ils ont mis les petits plats dans les grands, c'est clair, mais qui est venu? Comment ça s'est passé? Comment ça a été couvert au plan international? Merci Internet, faut aller faire des balades. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Si on voulait voir le truc en direct, alors sur YouTube, il y avait tout ce qu'il fallait, mais il y avait des dizaines de chaînes d'autres pays, Asie en particulier, en Afrique. En plus, bon, vis-à-vis de l'Afrique, Poutine est malin parce que il est
comment dire, il célèbre assez facilement, enfin assez facilement, je le comprends, le jeune successeur héritier de Thomas Sankara, Ibrahim Traoré, hein, le Burkinabé, tout jeune, et on voit à quel point il est sensible aux attentions que Poutine a vis-à-vis de lui. Donc, mais ce que raconte ce qui s'est produit est quand même assez vertigineux parce qu'il y avait Lula, il y avait Sisi, il y avait tous les patrons des BRICS, sauf bien sûr Modi, parce qu'il était accaparé par une situation internationale délicate. Mais voilà, c'est-à-dire que la majorité mondiale s'est rassemblée à Moscou et elle continue. Et en plus, sous l'égide des deux grands patrons que sont Poutine et Xi. Où est-ce qu'on va, les gars? Cette histoire. Peut-être sur, ouais, Vas-y, François. Vas-y, François. Vas-y, vas-y. ouais, peut-être pour faire le lien entre les deux. Moi, si vous permettez, je vais quand même apporter une nuance vis-à-vis de Macron, parce que moi, je suis de ceux qui le sous-estiment pas. Je suis d'accord avec vous, cet homme est incapable d'une mise en perspective de notre histoire collective, et il n'est pas apte finalement à prendre en main cette volonté, cette construction commune qui est la nôtre. Pour autant, il faut pas sous-estimer Macron sous ses aspects de tacticien, voire de stratège politique. Parce que si on a commencé l'émission en disant que la scène politique est à l'arrêt, c'est parce que la scène politique a été mise au pas, et notamment par Macron, quand il a imposé la règle du jeu de la démocratie minoritaire et la règle du jeu de la tripartition. Ils ont tous accepté, tous. De LFI d'un côté jusqu'au RN de l'autre, cette règle de la tripartition qui est devenue depuis 2017 la règle. Et d'ailleurs, les commentateurs qui n'ont pas le début d'une idée derrière la tête la reprennent en boucle. Mais qu'est-ce que c'est que la tripartition? Sinon, un tripôle dans lequel le pôle central verra toujours rabattre une force ou l'autre sur lui et donc conserve, qu'on le veuille, son hégémonie par la polarisation de la société. C'est ça qui est à l'œuvre depuis 2017. Et ça fonctionne, d'élection en élection. Et c'est ce qui permet à Macron d'être aujourd'hui à la tête d'un socle. On n'est peut-être pas d'accord avec ça, mais il a un socle électoral. Et ce socle électoral lui suffit pour se maintenir en place. Il n'a pas à essayer de chercher à construire une majorité. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'une majorité populaire pour ça. Et non seulement il a mis en place cette règle du jeu, qui est la stratégie du socle, mais les autres l'ont adoptée parce qu'ils pensent qu'il y a des raccourcis Et c'est la seule électoraux chose pour qui n'a battre pas Macron, bougé. qui essayaient de faire pareil, de construire leur propre socle et donc de conquérir le pays avec 20% Et tu as raison des là-dessus, voix. C'est une François. impasse totale. C'est la seule chose qui n'a pas bougé. Le socle, il est, depuis 2017, exactement le même en termes de nombre de voix, de part dans la société. Elle est globalement, c'est un quart du corps électoral. C'est la seule chose qui a bougé. C'est tout autour, mais le socle n'a pas bougé. Il ne s'est pas érodé, il n'a pas progressé. Il s'est un peu modifié, c'est-à-dire qu'il a vieilli un petit peu le socle quand on regarde les études, notamment par l'enfermement du Covid. Il a un peu récupéré le vote de droite traditionnelle, les républicains, les boomers, etc. Il a un peu perdu les jeunes, mais ce bloc est resté intact. Et alors, ça me fait penser. Vas-y, tu n'avais peut-être pas, sans doute pas fini. Non, juste le deuxième aspect sur Macron. Le premier, c'est sur la scène française, sur la scène électorale. Le deuxième, c'est qu'il faut quand même reconnaître à Macron que son idée de souveraineté européenne, j'en pense le pire, j'ai justement écrit un bouquin pour essayer de l'analyser et voir en quoi elle représentait un danger et en quoi c'était par contre une stratégie consciente chez Macron. Il a compris ces blocages électoraux dont il se nourrit à l'échelle nationale. Et à partir du moment où il y a le blocage à l'échelle nationale, eh ben, pour avoir les mains libres, il faut dépasser ce cadre national et aller donc vers cette souveraineté européenne. Tout ça a été cohérent d'un point de vue théorique et de la pensée politique. Et l'idée étant toujours la même, que ce soit dans le cadre national ou ailleurs, de s'affranchir du peuple et de la souveraineté populaire. Donc il y a une logique à ce que fait à ce que fait Macron. Et par contre, il essaie de la développer et ça l'oblige derrière à défendre les intérêts d'autres puissances sans doute, mais de défendre les intérêts de l'oligarchie européenne. Or, l'oligarchie européenne est celle qui aujourd'hui est la plus en danger. On le voit avec la tentative des États-Unis de nous prendre en casse-noix avec la question d'un côté de l'énergie, le renchérissement du coût de l'énergie
qui passe la corde au cou de nos entreprises, et de l'autre les droits de douane, où Trump dit aux entreprises, bah, de toute façon, il faut que vous veniez chez nous, parce que sinon, vous ne serez plus compétitifs, donc venez vous installer chez nous. Et donc, il veut vider de sa substance l'économie et finalement ce que sont les ressorts de l'oligarchie européenne. Et Macron, lui, il essaie de s'opposer à ça, pas dans l'intérêt des Européens, pas dans l'intérêt des peuples français, allemands, espagnols, etc., mais dans les intérêts de l'oligarchie européenne. Ce qui nous amène à cette situation générale qui est celle qu'évoquait Régis, d'une incompréhension de la bascule du monde. Ce à quoi on a assisté autour de ce 8-9 mai, c'est finalement trois dessins de la situation internationale qui étaient proposés. Il y avait le dessin Macron qui, d'un côté, était en train de s'agiter et disait on va reconstruire l'Europe comme un grand pôle et d'ailleurs venez à moi et je reçois Merz et on va faire un cadre tripartite avec Varsovie et on va y rajouter Kiev, etc. Il y avait de l'autre côté ce que faisait Trump parce qu'exactement au même moment, Trump signait des accords ou allait vers des accords de libre-échange avec d'un côté la Grande-Bretagne, quand même, pour des marchés extrêmement importants vis-à-vis de la Grande-Bretagne, hein. L'accord a été passé avec Keir Starmer sur le fait que les droits de douane allaient être abaissés pour les Britanniques sur la sidérurgie, etc., sur les C'était voitures couru britanniques, d'avance. C'était sur le couru transfert de d'avance. technologie dans l'aéronautique, un marché de 10 milliards d'euros dans l'aéronautique avec des commandes de Boeing, etc. Donc d'un côté, Trump est agissant avec le Royaume-Uni, il est agissant, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec l'Allemagne, puisque Merz a cédé immédiatement en disant qu'il fallait mettre fin aux différends économiques. Von der Leyen est devenue la meilleure amie de Donald Trump d'un coup d'un seul, en tout cas en apparence, puisqu'elle s'est couchée en disant qu'il fallait revenir vers une zone de libre-échange style TAFTA avec les Américains. Donc d'un côté, au moment où Macron s'agite, les Américains, eux, avancent leur position sur le libre-échange, et de l'autre côté, c'est ce qui était présenté, c'est ce qui s'est passé à Moscou, qui est extrêmement important. Régis a raison de le noter. Bien sûr, chez les bien-pensants et dans la presse dominante en France, on nous dit que Poutine était isolé. Mais enfin, tous les principaux dirigeants des BRICS étaient là, autour de lui. Et ils n'étaient pas là simplement pour être à la parade et pour être sur la photo. Les déclarations ont été assez inouïes entre les uns et les autres. Moi, je pense notamment aux déclarations avec Xi Jinping. Vous vous rappelez, en 2002, il parlait, Xi Jinping, d'un partenariat sans limite avec la Russie. Cette fois, il a parlé de l'amitié éternelle entre les deux. Et je vais même vous permettre de lire ce qu'il a dit le 9 mai. Il a dit: nous sommes tombés d'accord avec Vladimir Poutine sur de nombreux sujets qui sont nouveaux et importants. Pékin et Moscou n'ont cessé de renforcer leur confiance politique mutuelle et leur coopération stratégique et injectent une précieuse stabilité et une énergie positive, dans un monde fracturé. Autrement dit, il renvoie la responsabilité sur l'Occident de tous les désagréments actuels du monde, ce qui lui a permis de dire et de dénoncer la tendance des Occidentaux à l'unilatéralisme et au harcèlement hégémonique. Vous avez entendu les termes que j'emploie, enfin Alors voilà, que j'ai rapportés justement, de la part de Xi Jinping. Ça veut dire qu'il y a cette reconstruction du monde qui est à c'est l'œuvre de ça. manière concrète et avancée. On le savait depuis le dernier sommet des BRICS de Kazan, et les gens comme Macron ne veulent pas voir qu'il y a cette réorganisation du monde. Ils pensent qu'on reste sur un tripôle, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, et ben, finalement, ceux qui ferment les yeux seront les premiers à s'en mordre les doigts, ou plutôt à nous en faire mordre les doigts. Et Didier. ça va aller très vite. Moi, j'ai été frappé, effectivement, par ce que tu dis, par ce qu'a déclaré Xi Jinping. C'était, je l'ai relu plusieurs fois. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. J'étais frappé par ça, premièrement. Et deuxièmement, j'ai bien écouté hier, toute la journée, euh, France Info. Et Il se j'ai fait lu du la. mal, hein, tu vois. François, Non, il mais se moi, je fait suis du obligé mal. de le C'est faire. violent, ça, quand même, hein. C'est mon boulot. Je suis obligé de le faire parce qu'en plus, j'intervenais dans voilà. Donc, j'étais obligé d'être au courant et je me tiens au courant. Et je m'oblige à écouter et à lire la presse et à écouter les médias mainstream. Tu disais, pareil pour l'opinion, qui est la newsletter de la bourgeoisie bien pensante. Et moi, je suis obligé voilà, de me concentrer sur le mainstream pour comprendre quel est l'état de l'art et ce que pensent tous ces gens. Et le lien, il est fait par les médias.
Et c'est là où les médias ont une responsabilité historique. C'est pour ça que tous les milliardaires, les amis de M. Macron, enfin les amis, c'est pas ses amis, mais disons ceux qui l'emploient pour être fondés de pouvoir, Les patrons, oui. les patrons, c'est eux c'est pour ça c'est pour ça que Saadé achète les médias, c'est pour ça que Niel achète les médias et Arnaud Co. Bon, c'est eux les vrais patrons. Et c'était prodigieux alors dans le service public d'entendre encore une autre histoire alternative qui n'avait rien à voir avec le réel. Ils ont fait sonner des politologues, des politistes, comme on dit aujourd'hui, nous expliquant, que la Russie reculait en Ukraine et que l'armée ukrainienne tenait bon, que le front s'était allongé et qu'un seul pays d'Ukraine, je reprends les mots et tout le monde pourra le vérifier ce que je dis, hein, un seul pays d'Ukraine venait à bout de soi-disant la grande armée, le grand pays qui était la Fédération de Russie, qui est finalement un petit pays. Et monsieur Poutine a privatisé, a-t-on pu lire, dans Le Monde, cette fois sous la plume d'Isabelle Mandreau, je me souviens de son nom parce que j'étais à l'école avec elle à Toulon, qui était une ancienne de l'IB, Isabelle Mandreau, qui fait parler un journaliste russe, elle en a trouvé un, qui dit non mais monsieur Poutine a privatisé la victoire de 45 et les cérémonies du 9 mai à son seul profit. Donc nous avons une réunion où il y a 11 pays, des soldats de 11 pays qui défilent, l'essentiel de la planète avec la Chine, l'Inde, bon l'Inde effectivement, il a été retenu, il l'a fait savoir, nous dit, avec l'histoire du Pakistan, le Brésil, toute l'Afrique, allez, 80% de l'Afrique noire qui est derrière la Russie, qui tape à la porte, des pays du Golfe, l'Algérie qui commence à faire des partenariats intéressants, des pays européens. On a vu Figo, on a vu l'Italie aussi, parce que Mélanie, elle n'y était pas, mais elle joue très finement son jeu, aussi bien au sein de l'Union européenne qu'avec l'Allemagne, qu'avec Trump et qu'avec Poutine. Et c'est pas pour rien que l'Italie est devenue le 4e pays exportateur sous son magistère au monde. Hein. Il y a une espèce de petit miracle italien qui est en train de se jouer. Hein. Je dis ça parce qu'on avait dit, je sais plus quoi, sur l'Italie. Enfin, si, ça serait trop long à relater. Mais voilà, donc nous avons d'un côté une coalition avec des chefs d'État qui se pressent quand même et qui représentent 75% de la population mondiale. Aujourd'hui, sans doute, plus de 50% du PIB mondial. Des nouvelles alliances avec la Chine, tu l'as dit, Régis, tu l'as dit, François, entre la Chine et la Russie, enfin, c'est prodigieux ce qui est en train de se passer. Et nous, l'Occident, appelons-le comme ça, et avec Monsieur Macron, on voit que nous sommes dans le crépuscule de nos propres idoles, dans une espèce de fin de règne déliquescente. On ne voit pas, on ne veut pas voir, et on fait sonner les médias. Le monde multipolaire qui est en train de se composer à côté de nous, notamment avec les BRICS. On ne voit pas non plus la question démographique, tu en as parlé, Régis, qui est fondamentale, puisque si on se projette aller à 50 ans avec l'Afrique noire et ce que font les BRICS, qui est très important, qui est très intelligent, parce que chacun garde finalement sa liberté, son autonomie, mais est capable de mettre en commun, comme peut-être l'avait fait l'Europe des 6 ou l'Europe des projets avec le Concorde, etc. On en est très loin aujourd'hui. Donc, il y a cette dichotomie qui fait que les médias nous parlent d'un monde qui n'existe pas, qui n'existe que dans la tête de dirigeants corrompus qui sont effectivement au service d'intérêts oligarchiques. Et de l'autre côté, un monde solide, un monde intelligent, un monde qui travaille, un monde qui fait de l'industrie. Parce que nous sommes la Startup Nation, c'est-à-dire rien. 80%, 90% maintenant des startups font faillite dans les 18 mois. Et les 10% qui restent ne créent pas d'emplois, sont rachetés par des entreprises qui ne sont pas des entreprises, mais des entités du CAC 40 qui n'ont pas leur siège en France, qui en font une ligne de produits. Le type qui a eu cette idée se met les doigts en éventail,
voyage pour le reste de sa vie. C'est ça l'ambition d'un start-upper aujourd'hui. C'est pas de créer de l'emploi, donc ça ne crée jamais d'emploi. Nous sommes à la fois en train de devenir un musée pour riches étrangers où on va voir les Français en auto-entrepreneurs pousser les pousse-pousse, hein, avec des riches Chinois qui vont aller rue Saint-Honoré. D'ailleurs, rue Saint-Honoré, il n'y a plus que des Chinois. Il y avait des Arabes, maintenant les Chinois les ont remplacés. Donc, un musée à ciel ouvert et un asile psychiatrique à ciel ouvert avec des gens qui sont dans une pièce de théâtre et qui disent « Vive la Startup Nation » en envoyant des bisous imaginaires à la foule, à une foule imaginaire. Il faut quand même bien voir dans quelle folie nous sommes. Nous le voyons, tous les citoyens le voient. Hein. Quelle solution par rapport à ça? Alors, attends, Notre justement. troisième partie, voilà. Mais c'est quand même préoccupant. Effectivement, sur la marche du monde, y compris, alors tu as parlé de la façon dont on décrit la guerre, en disant que de toute façon c'est un cache-misère pour la Russie, on sort les, on sort. Il y en a une qui s'appelle Hélène Blanc. Spécialiste au CNRS, la femme crapaud, quoi. C'est effrayant. Alors elle est sénile, bien sûr, mais elle s'est arrêtée en 1953, en mars, à la mort de Staline, et donc c'est elle qui a utilisé l'expression cache-misère. Bon, c'est terrible parce que je rajoute une petite chose avant justement de partir sur le troisième point de notre ordre du jour, c'est que on est quand même dirigé, là je parle des dirigeants politiques, et par conséquent par Macron, mais également on voit ça dans l'armée, on voit ça dans les institutions, et c'est un vrai problème aux États-Unis aussi, et auquel désormais Trump est confronté, c'est la faiblesse du niveau des élites en Occident. Leur faiblesse culturelle, intellectuelle, de formation, d'expertise, c'est assez impressionnant. Alors, messieurs, vous êtes tous les deux très jeunes, donc vous n'avez pas connu les événements importants qui ont marqué ce pays. C'est que vous allez voir ce dont je vais parler. Finalement, le premier qui, dans le monde moderne, d'après la Deuxième Guerre mondiale, suffisamment longtemps après, a commencé à poser les jalons de la multipolarité, il s'appelait Charles de Gaulle. Moi, je me réfère au discours de Phnom Penh, effectivement, qui était 2 ans avant son retrait du pouvoir. Il avait été là-bas avant le coup d'État que les Américains ont intelligemment organisé pour renverser Norodom Sihanouk, et il avait fait un discours assez extraordinaire où il avait donné une leçon aux Américains en leur disant qu'ils allaient à la catastrophe, mais surtout, il avait défini un certain nombre de principes qui étaient ceux qui, d'après lui, devaient réguler les relations internationales. Alors, tu l'as dit, moi je suis assez pessimiste sur nos capacités, en tout cas blocage politique aujourd'hui. Est-ce que la France peut retrouver une place qui soit originale? Qui devrait de toute façon s'inspirer sur les principes, un certain nombre de principes du gaullisme, c'est-à-dire l'indépendance nationale, c'est-à-dire un rôle diplomatique particulier, c'est-à-dire une place dans le dispositif mondial qui soit celui d'un facilitateur, celui d'une autorité aussi morale incontestable. Mais il y a quelque chose qui me frappe avec la Russie actuellement, les contacts que je peux avoir, c'est que les Russes ils sont scandalisés par la façon dont nos médias s'expriment depuis 3 ans maintenant, la russophobie, la bêtise, le racisme anti-slave, cette façon de considérer, d'insulter les Russes en les traitant de moujiks, et donc, on a le sentiment, et ils le disent, en tout cas, de toute façon, nous, on s'est tourné de l'autre côté, on s'est tourné vers l'Eurasie, vous ne nous intéressez plus. Mais dès qu'on a une discussion avec les Russes, on s'aperçoit qu'il y a une forte fibre francophile qui existe toujours, et que c'est une forme de chagrin. Mais comment vous pouvez nous faire ça, quoi? Parce qu'on vous aime, en fait.
Hein. Donc, c'est assez extraordinaire. J'ai un ami, un ancien dirigeant de la CGT, qui a fait une interview dont une partie de la famille a été exterminée à Auschwitz et qui a fait une interview assez longue. Il était ému quand il a parlé justement de la libération d'Auschwitz par l'armée rouge, mais il faut voir comment le plateau, il a fait une interview télévisée, comment le plateau a réagi. Et à ce moment-là, ils ont mis au montage un insert d'une déclaration de Poutine à ce sujet, quoi. Enfin, donc, rien n'est perdu, je pense. Le problème, c'est que malheureusement, je ne vois pas, moi, pour ce qui me concerne, la façon dont on pourrait s'en sortir. C'est-à-dire que je considère que le système politique français ne produit plus suffisamment de politique, hein, c'est le fait politique, l'action politique, pour permettre une alternance. Je vois se profiler les élections de 2027 avec beaucoup de pessimisme. On va se retrouver avec, je rappelle quand même qu'on a liquidé le premier parti de France. Enfin, non, on l'a pas liquidé, mais ça, c'est les Allemands qui sont en train de s'occuper du leur. Mais on a interdit d'élection, comme en Roumanie, la patronne du premier parti de France, en France. Et donc, je me demande comment on pourrait produire une alternance politique, sachant que pour ce qui me concerne, l'alternance, c'est pas un changement, c'est pas le passage de Barnier à Bayrou. Hein. L'alternance, c'est une rupture, voire une révolution, avec une purge de tout ce socle, de tout ce couvercle qui a été mis sur la société française, en particulier les médias. Il faut qu'il y ait une purge massive au sein de ces médias. Il faut que, je ne sais pas si ce serait une Arcom revisitée, réorganisée, mais il y a une remise en ordre, mais extrêmement importante, compte tenu du rôle qui a été joué par ce système des médias mainstream. Donc nous, c'est pas du mainstream. Donc je vais commencer par François. Comment est-ce que tu vois une perspective à des échéances plus ou moins rapprochées pour qu'il puisse y avoir un changement et qui ne passe pas par une insurrection à laquelle personnellement, actuellement, je ne crois pas. Alors, dans une cascade en 3 points. La première, très rapidement, parce qu'on l'a déjà évoqué. On vient de décrire ce qu'est l'ordre du mal et ce que sont les différentes visions. Les Américains qui veulent se recentrer sur leurs propres intérêts parce qu'ils ont bien compris que la mondialisation les conduisait à une perte sur leur chaîne de valeur et que donc ils sont plus capables de quoi que ce soit et qu'ils veulent donc se réarmer économiquement et industriellement en rapatriant des savoirs chez eux. De l'autre côté, on a décrit ce qui se passait côté BRICS globalement et le fait de ne pas avoir été intégré dans les organes internationaux disait que bah, très tranquillement et très sereinement, ils nous ont annoncé que puisque c'était pas le cas, eh bien, ils allaient développer leurs propres intérêts collectivement, ce qu'ils sont en train de faire. Et de l'autre, le fait que bah, nous autres, nous avons l'impression de vouloir rester sur le monde d'avant, tripolaire, qui en réalité était bipolaire, entre États-Unis et Union européenne qui formaient un espèce de pseudo-Occident dont on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, et puis de l'autre, les barbares, pour le dire dans le vocable de la Grèce antique, qui sont tous ceux finalement qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils parlaient pas la même langue de nos intérêts comme nous. Moi, je crois qu'il reste un espace là-dessus. C'est que je suis moins convaincu par l'idée de multipolarité pour le monde de demain que par l'idée d'apolarité. C'est-à-dire que je considère que la plupart des pays ne veulent pas avoir à se raccrocher à quelques blocs ou à quelques pays que ce soit. Ils veulent pouvoir aller picorer en fonction de leurs intérêts propres, ben, un coup en ayant des relations avec la Russie, un coup avec la Chine, un coup demain avec les Américains ou avec l'Union européenne. Et quand on respectera les autres pays et qu'on prendra conscience de cette résurgence de souveraineté qui existe partout et de cette volonté de monde apolaire, eh bien dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra reprendre pied sur la scène internationale. Ça, c'est le premier point, à l'international. Mais comment faire? Ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve une capacité d'action. Eh ben, si je regarde les deux derniers exemples en date d'un point de vue industriel et économique, je me demande bien où on en est aujourd'hui. On me parle de souveraineté, le président de la République parle de souveraineté, depuis d'un point de souveraineté européenne depuis 8 ans, et de souveraineté industrielle ou que sais-je depuis la crise du Covid. Mais quand, la semaine dernière, on a eu ArcelorMittal
qui a annoncé encore 600 suppressions de postes, dont 250 à Dunkerque. Quand on a, donc on est sur une branche stratégique avec ArcelorMittal. Quand on a STM Microelectronics, on est sur les microconducteurs. Donc là, on est là encore sur ce qui va être le monde de demain d'un point de vue stratégique, qui annonce qu'il va supprimer encore plusieurs centaines d'emplois en France. Et que l'on voit que nous sommes totalement passifs par rapport à ça, qu'on laisse faire le démantèlement du peu qui nous reste en termes d'industrie, au lieu de reprendre la main, je ne vois pas comment on arrive à s'imbriquer dans l'idée du monde où on devrait être un levier. Et ce qui m'amène au troisième point, ça veut dire que les demandes ne sont pas satisfaites d'un point de vue international, parce qu'elles ne sont pas satisfaites d'un point de vue de ce qu'est la puissance et la souveraineté de notre pays, et elles ne sont pas, parce qu'elles ne sont pas satisfaites d'un point de vue politique. Moi, mon diagnostic, c'est que, vous avez compris ça quand j'ai évoqué la question des stratégies du socle qui sont développées de part et d'autre du champ politique, c'est que le problème est un problème d'offre électorale. On a tous les partis qui continuent à essayer de constituer un socle, non pas le plus large possible, mais le plus solide possible. C'est ça l'objectif des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'on va vers une polarisation de la scène politique qui se traduit en polarisation du pays. Moi, je pense que c'est la polarisation de la scène politique qui s'exporte dans le pays réel et qui crée les tensions que nous avons aujourd'hui au sein de notre population. Donc, ça veut dire qu'il faut un projet politique qui rompe avec cette logique-là, qui est celle que j'ai décrite et qui est à l'œuvre depuis 2017. Qui est celui ou celle qui sera capable de proposer, ou quelle est cette construction collective qui sera capable de proposer un pays qui ne s'adresse pas à un agrégat des uns et des autres en fonction de certains intérêts, mais qui dessine une vision globale. C'est ça l'enjeu des élections de 2027 ou d'avant, si élection il doit y avoir. Le sacré, il y a une vingtaine d'années, il était décrit par Régis Debray, c'était la nation, pensée en tant que corps politique constitué. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacré, mais il n'y a même plus la recherche d'un sacré dans les différents partis politiques, les différents mouvements politiques. Plus personne ne cherche à trouver ce fil rouge qui nous relie et qui nous permet de construire du commun. On préfère faire des briques de Lego qu'on adjoint les unes aux autres. C'est cette rupture de pensée dont on a besoin aujourd'hui, ce qui nous amènera ensuite à l'autre discussion, mais ça va nous prendre, je pense, quelques épisodes et quelques discussions collectives. C'est quel est ce nouveau sacré qu'on peut mettre en commun et quel est celui qu'il faut faire émerger pour réussir à reconstruire un collectif à perspective majoritaire. Tu es un Ouais. petit peu optimiste. Alors, Didier, vas-y, toi, Alors, comment est-ce qu'on on change? Comment est-ce on met en place ou on essaie de mettre en place une alternance digne de ce nom? alors d'abord, par rapport à ce qu'a dit François, je souscris. C'est pour ça que je parlais de l'intelligence des BRICS qui ont gardé leur autonomie. Je souscris au fait qu'il y a des dirigeants dans le monde, Trump, Poutine et globalement les dirigeants des BRICS, Xi Jinping, Lula d'une certaine manière, on parle du Sud global, même si j'aime pas trop l'expression, et Moody aussi. Bon, euh, ces gens-là ont compris, ils sont pas dans la recherche d'un monde multipolaire, ils sont dans la recherche d'un monde apolaire. L'expression est très bonne, et ils sont dans simplement l'exercice plein et entier de leur souveraineté et la défense de leurs intérêts, des intérêts de leur peuple. C'est ça qu'ils sont en train de faire, c'est ça qu'ils sont en train de mettre en place, de manière plus ou moins autoritaire, parce qu'on voit que ce qui peut mettre en danger la cohérence de leur projet et l'existence de leur peuple, je prends un seul exemple, Moody avec les hindous et les musulmans, quand on voit la politique anti-islam menée par l'Inde, elle est au nom de ça, justement, de lutter contre finalement ce qui pourrait mettre en péril la puissance de l'Inde, qui investit beaucoup dans l'intelligence, on va dire ça comme ça. Et la Russie, dans l'intelligence aussi, dans beaucoup, dans l'industrie, dans les ingénieurs, sont des nations d'ingénieurs, hein, tout ça. Et ça, c'est fondamental. Et par rapport à ça, nous avons M. Macron, mais d'autres. Tu parlais d'Occident. Toi et moi et François, on n'aime pas trop
cette notion qui est floue, etc. Mais on l'utilise à dessein, parce que justement, elle est floue, c'est-à-dire qu'elle se définit, et c'est bien ce que fait Macron, par tout ce que nous ne sommes pas, tout ce que nous ne sommes plus. Mais qu'est-ce que nous sommes? Et ça me permet de faire le lien avec les espèces d'avatars, de petits ersatz politiques, là, de petits microbes, Monsieur Vauquier, Monsieur Retailleau, qui sont toute la journée à taper, notamment sur l'islam. C'est pas mon obsession, l'islam. Mais pourquoi ils le font? Parce que c'est le seul, comme ils sont dans une peau de chagrin là, qui se rétrécit comme toutes les peaux de chagrin, ils ont trouvé le plus petit dénominateur commun dans leur peut-être électeur interne, c'est de dire on va être les nouveaux croisés, quoi, d'une certaine manière. Et quel est le projet de la France? On n'a plus de projet. Le projet, il ne saurait être un projet européen, parce que chaque fois que M. Macron dit quelque chose, ou cite Peggy, ou parle de souveraineté, ou parle d'industrie, ou parle d'entreprise, ou de culture, il dit France, et puis tout de suite, il rajoute Europe. J'ai regardé dans les occurrences linguistiques, il n'a jamais prononcé en 8 ans le mot France sans y adjoindre le vocable Europe tout de suite derrière. C'est quand même prodigieux de constater ça, hein, d'un point de vue ne serait-ce que lexical, linguistique, mais même juste linguistique. C'est quand même incroyable. Bon, nous n'avons plus de projet. Est-ce qu'il y a, comme le dit François, un espace? Moi, je crois qu'il y a un espace. Aujourd'hui, cet espace n'est pas occupé par les partis politiques dits de gouvernement ou dits d'opposition. Les partis de gouvernement, c'est pas la peine, tout le monde le sait, de faire le moindre développement. PS, LR, même qu'on va, bloc central au milieu, comme disait l'autre, du cassoulet, hein, des saucisses avec des haricots autour. Bon, ok. Mais de l'autre côté, si on va du Rassemblement national, bon, ils ont dézingué Marine Le Pen, et on appelle, elle ne gagnera pas. Enfin, ça me semble. Non, non, c'est fini, c'est C'est plié. fini. Bon, c'est plié. Juridiquement, elle ne pourra pas Elle pourra récupérer pas. Bon. avant 2027 son éligibilité. Donc, Bon. Et ce on sera a Bardella, ce sera Bardella, bon, ça on le on a sait. Bardella. Il ne me semble pas, mais peut-être que l'avenir me démentira, que M. Bardella soit une opposition frontale au système ou une alternative au système. On va dire ça comme ça. Bon. Et de l'autre côté, nous avons un corpus idéologique, c'est-à-dire avec LFI beaucoup plus construit, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus profond, mais qui ne veut pas rompre avec l'Union européenne, qui ne veut pas rompre avec tout ce qui est supranational et qui veut rester dans le système et qui s'engage finalement pour la destitution quand elle est sûre qu'elle ne sera pas votée, ou qui s'engage dans les motions de censure quand elle est sûre que finalement sa motion de censure ne sera pas soutenue par le Rassemblement national. Donc nous avons ici la quadrature du cercle. Alors, il y a ce qu'on ne peut pas décider, c'est une insurrection, une révolte, une révolution, appelle ça comme on veut. Le fait générateur, le fait déclencheur, on ne sait pas. L'allumette, l'étincelle, voilà. Moi, je ne crois plus trop aujourd'hui dans l'état des choses à une solution politique. Je ne crois pas que la solution viendra des urnes, sauf si, et c'est le seul bémol que je mettrai, nous sommes les uns et les autres, la résistance, la dissidence, appelons ça comme on veut, capables dans cette souveraineté, ce souverainisme, appelons-le comme ça, hein, qui est apartisan, qui est transpartisan plutôt, parce qu'on voit bien que finalement aujourd'hui, ceux qui sont contre cette Union européenne sont, à mon avis, infiniment majoritaires, peut-être 70% de la population, allez, 65% de la population française. Est-ce qu'on va être d'ici 2 ans, dans ces 2 ans qui nous restent, capable de construire cette force politique alternative et de faire émerger un projet qui s'incarne dans une personne? Parce qu'à un moment, dans une constitution, dans la Ve République, avec telle qu'est la constitution, un scrutin majoritaire à 2 tours et la présidentielle, qui rythme, quoi qu'on en dise, la vie politique française, les idées, elles sont bien belles, mais il faut qu'elles s'incarnent dans une personne. Est-ce qu'on sera capable de faire ça? C'est tout notre enjeu. Alors, je vais poser le problème un peu différemment. Vous êtes tous les deux
finalement très constructif en disant bon, il faut trouver ces espaces. La trajectoire politique dans laquelle nous sommes ne peut pas produire d'alternance. Et quand je dis ne pas produire d'alternance, c'est-à-dire un changement de fond, un changement qualitatif. Alors, je vais poser le problème différemment. Quels sont les enjeux? Ben, les enjeux, c'est très simple. Il faut que virer Macron, si possible, mettre en tôle. Colère doit y aller aussi. Jouyet, qu'il a amené au pouvoir par l'intermédiaire d'un coup d'État, n'en parlons pas. Les patrons de McKinsey. Il faut que une partie... Je dirais un truc là-dessus, j'ai oublié, ça m'y fait penser, effectivement. Qu'une partie comment dire de la fortune d'une des premières fortunes du monde qui est chez nous d'Arnaud, qui a été acquise par ses magouilles avec le Parti socialiste il y a déjà fort longtemps, soit comment dire nationalisée sans indemnisation. J'exagère naturellement, je fais de la provocation. Il faut que David Pujadas soit chez Pôle emploi et assigné à résidence dans le 9-3. Il faut que tous ceux, que BHL soit en prison, ça c'est une évidence. Non, là je caricature un peu, mais il faut, moi c'est mon opinion, il faut une rupture. On ne peut pas continuer avec tous ceux qui sont les agents de ce système et les agents de la dictature de ce système. Je vous rappelle, j'ai parlé des moyens dont il se dote ce système grâce au système judiciaire sur lequel j'ai quand même pas mal travaillé, pas mal écrit. Ils se sont débarrassés de l'hypothèque Marine Le Pen. C'était une hypothèque qui était une hypothèque populiste de droite, mais avec la confiance des couches populaires. Et ça, les couches populaires, classe laborieuse, classe dangereuse, le système les hait. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, la façon dont ils ont été réprimés. Actuellement, de l'autre côté de l'arc, il y a une campagne de destruction des LFI qui est extraordinaire. Je n'ai aucune espèce de considération ou de sympathie ou d'affection pour Mathilde Panot. J'ai énormément de critiques sur Jean-Luc Mélenchon, mais la façon dont le lynchage médiatico-politique se déroule maintenant est une honte. C'est simplement une honte. Alors, Frédéric Lordon dit « Ah oui, on est en train de détruire, etc. » Mais on l'a pas entendu sur le... Je parle pas de la défense de Marine Le Pen ou de la défense du RN, mais on ne l'a pas entendu sur l'opération qui s'est faite à cette occasion aussi. Ça procède de la même chose. Et puis, il y a tous les jours des atteintes aux libertés. Il y a eu l'adoption du dernier texte liberticide qui foule au pied la liberté d'expression et qui criminalise le fait de critiquer l'État d'Israël, parce que c'est pas autre chose. Donc tout ça, il faut faire sauter ce verrou. Alors, la France est un pays qui est capable de s'enfoncer dans des crises avec une espèce de guerre civile culturelle, mais si on regarde dans son histoire, il n'a changé véritablement et mis en place des alternances que par des crises importantes. Au 19e siècle, ça ont été des révolutions, la révolution de juillet, ensuite la révolution de 1848, là il y avait des changements de constitution, après il y a eu la guerre franco-prussienne et l'instauration de la Troisième République. Il a fallu une guerre mondiale pour que la Troisième République saute. Ensuite, il y a eu le régime d'assemblée de la Quatrième et qui nous a amenés au bord de la guerre civile. Et là, De Gaulle est arrivé. On a, comme disait Coty, tu parlais des Français. Le premier des Français est enfin le premier en France, avait dit Coty lorsqu'il avait passé les pouvoirs du président à De Gaulle après l'élection de celui-ci. Donc, et il y a eu une nouvelle constitution qui a été mise en place par une personnalité d'envergure mondiale. Bon, là, on arrive au bout d'un système, qui est complètement usé. Et par conséquent, est-ce que on va pouvoir trouver les solutions? Et on va pas les trouver aujourd'hui. Est-ce qu'on va pouvoir trouver les solutions, ou bien est-ce qu'il va falloir en passer par une crise majeure, ce que je vois comme une forme de dislocation? Non, mais tu vois, ce que tu dis, c'est très intéressant. J'ai parlé de la vision tragique de l'histoire. 1789 et 1792. 1830. On va scander les dates importantes parce que c'est important d'avoir cette vision. Tu peux parler de 1815 aussi avec la deuxième restauration. 1815.
1830, 1848, 1870, la Commune, etc. 1939-1945, période évidemment importante, et 13 mai 58, la nouvelle Constitution, etc. Pourquoi je dis tout ça? C'est pas pour aligner les dates, c'est pour comprendre que la France est un pays de rupture et de révolution, et pas de réformes molles, pas de, etc. Et d'ailleurs, M. Macron l'a très bien compris, ça. Il a écrit lui-même un livre, c'est pas un livre. Bon, il a écrit un truc qui s'appelle Révolution, avec ce cynisme qui le caractérise, hein, de nommer ce truc-là Révolution. Mais depuis qu'il est là, il l'a mis chaque fois entre parenthèses le réformisme. État d'exception, état d'urgence, conseil de défense, machin, etc. Chaque fois que les choses importantes devaient être votées, elles n'ont pas été votées, ou mises, chaque fois qu'il devait agir, il a mis la République française consensuelle, le centre, le bloc central, etc., entre parenthèses. Donc oui, moi je suis favorable, c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure, à une espèce de comité de salut public, de spoil system total. On ne peut pas continuer avec les Drucker, je le dis parce que lui c'est gentillet, hein, je ne veux pas citer les autres, mais ces gens-là qui sont les tenants du système produiront la même merde demain. Donc il faut écarter ces gens-là d'une manière assez musclée, avec un comité de salut public qui va redonner des priorités à la France, redéfinir les secteurs stratégiques, savoir comment on sort des organisations supranationales, comme le font tous les pays qui s'en sortent. Quand la Chine part dans l'immobilier et voit qu'il y a trop de spéculation et que ça va ruiner le pays, ils arrêtent tout et ils détruisent tous les immeubles. C'est fini, il n'y a plus de bulles, il n'y a plus rien. Ils gèrent des comportements. Ils sont beaucoup plus importants que nous. Ils sont, je ne sais pas combien de milliards, 1,5 milliard, 1,6 milliard, 1,9 milliard, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ils gèrent les comportements. Je ne dis pas qu'on doit se comporter comme la Chine, puisqu'on est à une plus petite échelle, mais on doit redéfinir nos priorités. Parce que dans un système réformiste dont nous n'avons pas les leviers, la réforme se dirigera toujours contre nous. On l'a vu avec la réforme des retraites. Ce ne sont pas des réformes, c'est le système oligarchique qui a mis son petit poison et qui va au bout de ses idées. Et si ça ne suffit pas, il y a le 49.3. Et si ça ne suffit pas, il y a le Conseil constitutionnel. Toutes les organisations décidées par Napoléon, notamment, dont le fils Louis, maintenant, est devenu le spécialiste, cette espèce d'abruti mondain, et sont devenus tous ces organismes, ces organisations au service de l'oligarchie. Donc oui, un spoil système général l'oligarchie, elle arrive au bout là. Elle arrive au bout. Attends. J'aimerais bien le croire, mais je suis Non. Ce que je veux dire, c'est qu'elle arrive au bout et qu'elle a la tentation de l'autoritarisme. Hein, c'est le fascisme déjà là. Hein. Moi, quand je constate comment ça s'est installé. Moi, ce que je voulais dire juste, et puis je termine avec ça là-dessus, c'est tu as passé en revue les crises, et puis je vais demander son avis à François. Tu as passé en revue les crises qui ont permis le changement et la purge. Parce qu'il faut une purge. Hein. Est-ce qu'on va faire l'économie, et ça je ne le pense pas, est-ce qu'on va faire l'économie de la dislocation? Parce qu'on est en très très mauvais état. Social, économique, politique, culturel, en très mauvais état. Il y a la question d'une immigration non intégrée aussi, d'une forme de communautarisme qui s'est installé dans notre pays. Le problème, c'est que cette dislocation, alors on va pas être les seuls. Je vais citer deux Russes là. Le premier Russe, c'est le camarade Lénine qui a dit la révolution, c'est quand le sommet ne peut plus et quand la base ne veut plus. Bon, donc ça, c'est des conditions révolutionnaires. Et l'autre, c'est Vladimir Poutine qui a dit écoutez, c'est pas la peine qu'on se fatigue. De toute façon, on ne va pas les discuter avec les gens qui sont au pouvoir en Europe, en Occident, parce que d'ici quelque temps, ils n'y seront plus.
Je ne sais pas ce qui se passera, mais je pense que le dispositif, et je pense européen en particulier, court des risques, alors risques entre guillemets, de dislocation, et que cette dislocation sera peut-être d'un coût très élevé pour la vie des gens. Hein, je crains. Alors regardez ce qui est arrivé aux Russes. Poutine en 20 ans a redressé ce pays, mais ils sont partis de loin. Hein. Ça a été épouvantable les années 90. Est-ce que nous, on va échapper à une catastrophe de cette nature? Ça, j'en suis pas si sûr. Tu es optimiste, François? En tout cas, elle a été retardée. Ce moment de dislocation a été retardé. Le grand moment pour l'instant, qui est le moment destituant, il arrive en 2017. Parce qu'il y avait un moment destituant de cet effondrement et de cette volonté de passer un coup de balai partout à l'échelle de l'Union européenne. Le système a trouvé un biais. À l'époque, en France, c'était Macron le biais. Voilà. C'est lui qui a empêché qu'on aille au bout Parfaitement du juste. processus destituant, qu'on lui donne une allure, une illusion de processus destituant, parce que Macron était présenté comme celui qui est nouveau, qui est anti-système. On sait que tout ça est faux, mais le récit a été celui-là. Et donc, il y a la purge n'a pas eu lieu à ce moment-là, quand bien même cette ambition destituante qui existait dans le pays s'est exprimée. Et elle n'a pas été au bout, cette purge, tant et si bien que c'est normal. Elle a eu besoin d'avoir une autre éruption peu de temps après. Ça a été le mouvement des Gilets jaunes. Mais tout cela a été remis sous cloche derrière, avec notamment le Covid, puis la guerre en Ukraine. Et on a fait rentrer les gens dans une sphère de protection, dans ce que mon ami Charlotte Girard appelle des bulles et des sphères de solidarité repliées, où les gens ont des solidarités vis-à-vis des autres, mais ils cherchent à les exprimer d'abord vis-à-vis de ceux qui sont les plus proches d'eux, dans leurs cercles amicaux, sociaux, et ça a été là-dessus que certains partis s'en sont saisis, dans des cercles communautaires. Donc cette phase destituante, elle a existé et elle existe toujours. Et c'est une phase magmatique encore aujourd'hui. Mais quand elle va s'exprimer à nouveau, il va lui falloir quelque chose qu'on n'a pas eu quand elle s'est exprimée en 2018 et 2019 avec les Gilets jaunes. C'est qu'elle va avoir besoin d'un débouché politique. Vous parliez tout à l'heure de LFI et de Jean-Luc Mélenchon. Quelle a été la terrible erreur d'un Mélenchon qui, avec le positionnement qui était le sien en 2017, qui était le débouché naturel de la phase destituante que j'évoquais et de la phase constituante qui se manifestait à ce moment-là. Cette phase destituante et cette phase constituante qui se sont manifestées de la même manière au moment du mouvement des Gilets jaunes, quand les gens étaient sur les ronds-points, ou quand les gens défilaient sur les Champs-Élysées le samedi avec leur carte électorale à la main, vous vous souvenez ça, pendant les premiers actes? C'est comme ça que ça se passait. Les gens avec leur carte électorale à la main, au milieu des fumées, des tirs des forces de police. Eh bien, il y avait cet aspect-là. Mais qu'est-ce qui a manqué? Un débouché politique. Et pourquoi n'y était-il pas, ce débouché politique? Parce que celui qui aurait dû être le débouché naturel n'avait pas été capable d'anticiper à l'avance ce qui allait se passer et au contraire était enfermé dans le champ institutionnel au nom de petits accords pour conserver Daniel Obono et je ne sais quel autre député et Clémentine Autain qui était en train d'expliquer que ce mouvement populaire en réalité était gangréné par l'extrême droite et qui fait que donc la vague n'a pas pu être chevauchée pour continuer à reprendre les expressions révolutionnaires des glorieux anciens. Donc voilà le moment qui a été raté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut en tirer un enseignement. Moi, je fais partie de ces gens qui aiment ce romantisme révolutionnaire et qui pensent que notre pays se nourrit de ça et que donc il y aura besoin d'une autre éruption populaire pour faire les choses. Mais si on n'est pas capable de chevaucher la vague, ça sert à rien, il se passera pas plus que la dernière fois. C'est pour ça qu'on a besoin malgré tout de mener cette réflexion et de jeter les bases d'une construction politique, pas forcément institutionnelle, hein, mais d'une construction politique collective qui permette à un moment donné d'être en adéquation avec ce qui ne va pas manquer de se manifester. Moi, je suis d'accord avec toi, Régis, ça ne tient plus en haut, ça ne tient plus et on est dans cet état de sclérose complète. Voilà, la démocratie minoritaire dans laquelle nous sommes enfermés en France, mais dans laquelle les autres pays de l'Union européenne nous ont précédés depuis 2015 et plus encore 2018, c'est-à-dire il y a des gouvernements qui ne sont pas majoritaires au sein de leur propre Parlement national, eh bien cet état de fait, on n'en sort nulle part au sein de l'Union européenne. Et ce n'est pas un état démocratique stable. Donc, à un moment donné, il va falloir le passer par pertes et profits. Mais ça veut dire qu'il faudra avoir posé les jalons et ça veut dire qu'il faudra s'être démarqué de ceux qui ont fait le choix aujourd'hui Alors, de jouer ce jeu institutionnel. exactement, tu vois, je pense que là, il faut les deux. C'est-à-dire que tu parlais des Gilets jaunes et de ce romantisme révolutionnaire. Ce romantisme révolutionnaire, il est
une condition nécessaire et indispensable pour réformer notre pays. C'est-à-dire que si on n'a pas le cœur qui bat, la chair de poule, si on ne se retrouve pas devant des barricades avec des feux en train de chanter la Marseillaise en levant le poing et en agitant le drapeau, on n'aura pas cette force populaire. Cette force populaire, elle a besoin de l'intellect, elle a besoin d'être organisée et elle a besoin, effectivement, tu l'as dit, d'un débouché politique. Et c'est dans cette double appartenance, et c'est un peu ça finalement d'être français, la carte et le territoire. Et peut-être Mitterrand avait compris, moi je ne pouvais pas l'encadrer, mais bon, en tout cas, il avait cet attachement presque terrien, charnel, organique dans cette idée à la France, la nation, mais il avait aussi un discours construit. Chirac a incarné d'une certaine manière, peut-être c'était le dernier à incarner encore ça. Et la dernière fois que les Français ont pu être fiers d'une action d'un de leurs dirigeants, c'est quand Villepin a prononcé à l'ONU son fameux discours. Parce qu'il était basé à la fois sur l'intellect, sur une espèce d'universalisme, au nom un vieux pays, au nom une vieille nation, patati patata, on ne va pas aller combattre des gens qui nous ont rien fait, etc. Mais on se sentait exister, on se sentait être français dans nos tripes. Je te rappelle, attends, je t'interromps Didier à ce stade, je te rappelle que quand Chirac a eu une position à l'ancienne, c'était un radical, mais là il a été gaulliste. Oui, il a envoyé Villepin, qui est un personnage très discutable, qui a fait ce joli discours. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Monsieur Jospin absolument a envoyé à l'ambassade des États-Unis Moscovici et Hollande pour dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Il est clair que si en 2002 Jospin avait été élu, la France aurait participé à la coalition de cette guerre et se serait déshonorée à jamais. Donc ne pas oublier ça parce que Emmanuel Macron est en 2017 le candidat du Parti socialiste. La France a un problème. Aussi, ça, dans la purge, dans ce qu'il faut mettre en place. Moi, j'ai mes vieilles inimitiés. J'ai d'ores et déjà une proposition et je ne me rallierai à aucun pouvoir qui n'aurait pas mis dans son programme que tous les dirigeants socialistes qui ont été aux manettes depuis le départ de François Mitterrand soient frappés d'indignité nationale, et donc inéligibles, pour la plupart privés de retraite, etc., en prison pour certains, comme François Hollande. Et j'ajoute que une exception, c'est Ségolène Royal. Ça peut paraître curieux, parce que Ségolène Royal, Dieu sait si je me suis foutu d'elle, et je l'ai combattue depuis très longtemps. Et là, elle a des positions concernant Gaza qui sont courageuse. Elle a du courage. Elle vient sur les plateaux, mon vieux. Elle a du courage. Excusez l'expression, elle est couillue. Les gars, on a été. Elle avait eu le même courage concernant la Russie. Et là, on lui a dit c'est pas possible si tu veux continuer. Bon, elle avait mis un peu d'eau dans son vin, mais elle est constante sur Gaza. Et je suis d'accord avec toi. On va pas s'interroger sur les réelles motivations, ce qu'il y a derrière. Je sais pas. Mais là. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Savoir tirer son chapeau quand il faut. Et il faut vraiment criminaliser les choses et que ces gens soient mis hors d'état de nuire. Alors, on va pas les tuer, on va pas parce qu'on est la France et qu'on va pas leur couper la tête. On est radicaux jusqu'à un certain point. Mais il est clair que il faut, j'ai horreur de ça d'habitude, de dire, parce que la justice doit passer, elle ne doit pas être exemplaire. Mais là, pour le coup, quand on parle d'histoire, il faut que la justice soit exemplaire. Et parce que, pour finir juste là-dessus, quand on parle de l'Union européenne, tous ces gens, Jospin, Hollande, Macron, Sarkozy, etc., c'est finalement la maladie honteuse de l'atlantisme. On n'ose pas la nommer, donc on dit l'Europe. L'Europe, ça n'existe pas. Quand on parle d'armée européenne, on n'a même pas de défense européenne, ça fait 75 ans qu'on en parle. On n'a pas d'harmonisation fiscale, sociale, on fait du dumping entre nous. On a, je ne sais pas combien plus de 15 langues, 27 nations, bientôt 32. On parle le volapük, tout ça n'existe pas.
Donc, en fait, il faut refaire un pays. Tout notre enjeu, ça va être de refaire un pays sans céder aux sirènes de ce que peut nous proposer, par exemple, un Retailleau, parce que son pays à lui. Non, mais c'est important parce que dans la population française, le côté chouan, royaliste, etc., malgré le vieux fond républicain et malgré le vieux fond révolutionnaire, avec les questions migratoires, les questions d'identité qui viennent nous empoisonner et qu'on est obligé de se poser, hein, de toute façon, ben, pourrait nous faire choisir des aventures qui seraient encore plus cruelles que ce que l'on vit aujourd'hui. On n'en est pas là avec ce petit rat de machin. Mais concernant la suite, hein, concernant les mesures à prendre, alors, tu dis à propos de la justice, une justice pour l'exemple n'est jamais exemplaire. Ça, je fais mienne cette aphorisme, mais effectivement, il faudrait que ce soit une justice exemplaire. Et à ce propos, moi, je suis en Provence, pas très loin de la Camargue, donc je me balade et j'essaye de prendre des options sur des terrains, hein, donc dans la partie où on récolte le sel, dans la partie où on récolte le riz, hein, et comme ça on pourra mettre des installations assez importantes avec des espaces où il y aura une rééducation par le travail, et j'imagine très bien que BHL puisse commencer d'abord à passer une dizaine d'années à récolter le sel, et après il pourra passer au repiquage du riz. Je C'est pense très à, bon je pense, l'amidon pour les cols de chemise. Hein. oui, voilà. Bon, messieurs, merci infiniment. Et donc, bon, tout le monde est combatif, c'est bien. Je vais procéder au montage. On va saluer nos spectateurs. Et puis, sur cette façon de sortir de ce marasme et de trouver les solutions, on va continuer le boulot qu'on a entrepris. À bientôt. Salut à tous.